Bonjour à tous. Pour cette interview, j'ai la chance d'accueillir Dafcar Compère, qui est directrice d'école primaire, qui est philosophe et qui est slameuse aussi. Bonjour Dafcar. Bonjour Nadia. Alors, peux-tu te présenter par rapport à ton travail et par rapport à cette thématique? Comme tu viens de le dire, je suis Dafcar Compère, responsable pédagogique au niveau des premiers et deuxième cycles. Je ne serais pas franche si je disais que je suis slameuse aujourd'hui, parce qu'il y a des années de cela que je ne produis plus, mais oui, je suis éducatrice et je ne fais que ça ces jours-ci. D'accord, mais tu as une production quand même au niveau de la musique oui. qui est très intéressant. J'espère sincèrement que tu vas pouvoir un jour te remettre dessus parce que c'était un travail de qualité que tu as fait là. Je l'espère aussi. Alors, pour poursuivre avec l'interview, donc le quotidien du personnel éducatif en Haïti est très très différent de celui en Occident. Et j'aimerais savoir quels sont les défis que tu rencontres dans ton travail au jour le jour. Eh bien, à part le fait que enseigner, on a une certaine fierté d'enseigner parce qu'on a l'impression de faire quelque chose d'intéressant, d'utile à la communauté. À part cela, le personnel enseignant en Haïti ne fait que rencontrer des difficultés, surtout ces jours-ci. Alors, il y a le salaire, premièrement, qui ne répond pas aux besoins de l'enseignant, de l'enseignante. Deuxièmement, il y a l'insécurité à laquelle l'enseignant doit faire face. Il y a par l'insécurité, il y a le cadre, il y a les conditions de travail qui ne correspondent pas à l'idéal de l'enseignement. On aurait bien aimé enseigner dans un cadre X, mais malheureusement, on ne travaille qu'avec nos ongles. Et à part ça, il y a les élèves qui sont démotivés par rapport à la situation dans laquelle ils vivent ces jours-ci, parce que il y en a quand même qui connaissent, mais qui ont connu récemment l'envahissement de leur zone par les gangs armés. Ils ont dû se déplacer et actuellement, il y en a qui vivent dans des salles de classe à 20, à 4 dans une salle de classe dans une école que leurs voisins et eux ont squatté. Parce qu'ils ont dû se déplacer, laisser leur zone, ne sachant pas où aller, ils ont squatté un espace et voilà, certains de ces espaces sont des écoles. Donc, il y a ces élèves qui vivent dans ces conditions-là, qui sont démotivés. Donc, le personnel enseignant doit faire face à cette situation. Il y a les parents qui se sont déresponsabilisés et pourtant qui sont quand même exigeants. Donc, il y a toutes ces difficultés. Il y a le manque ou l'absence de services sociaux, services de l'État, services publics. Il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de transport en commun. Et on va faire notre travail malgré tout ça. Donc, les défis sont nombreux, mais on reste au poste. Ben oui, et il me semble aussi que l'insécurité est tellement grande que même par rapport à ton école, tu as dû te déplacer parce que ton école a été prise par les gangs et donc là tu as dû trouver un autre local et déplacer toute l'école. Bon, je fais partie de l'administration de l'école. C'est pas vraiment mon école. On m'a donné une responsabilité, celle d'être responsable au niveau pédagogique des premiers et deuxième cycles, mais la directrice de l'école, oui, a dû trouver un autre espace où loger l'institution scolaire. Parce que justement, comme tu viens de le dire, on a dû laisser Cité Neuf, on était à Carrefour-Feuille, à Cité Neuf, on a dû laisser pour se rendre actuellement à la 3e avenue du Travail. C'est un déplacement qui a été vraiment difficile pour nous parce qu'on a dû laisser beaucoup de choses pour essayer de reprendre vie à un endroit où nous apprenons à peine à connaître. Et dans ce processus, donc dans ce déplacement, il y a aussi beaucoup d'élèves
qui ne sont plus là, donc l'effectif a aussi diminué. Oui, l'effectif a réduit parce qu'on a perdu près d'un tiers de notre effectif parce qu'il y a des parents qui n'ont pas pu s'offrir un logement dans les environs, dans quelque part d'autre que Carrefourfeuille, parce qu'ils sont habités à Carrefourfeuille il y a longtemps. Donc, pour se trouver quelque part d'autre où habiter, c'était difficile. Ils ont dû se rendre en province. Oui, donc, du coup, ça a vraiment diminué l'effectif et un tiers, c'est vraiment beaucoup. Oui. Un des problèmes majeurs en Haïti, c'est la langue de l'éducation, puisque les élèves sont majoritairement créolophones et qu'on leur impose des cours en français sans jamais avoir eu des cours de français langue étrangère. Et en plus, beaucoup d'enseignants ne maîtrisent pas eux-mêmes le français. Donc, c'est vraiment une difficulté assez grande qui fait que les élèves accumulent aussi des lacunes. Comment est-ce que, dans ton expérience, comment est-ce que cela se manifeste sur le terrain? On croit que l'enseignement se fait en français en Haïti, mais en fait, l'enseignement se fait en créole. Oui, les livres sont en français. Les élèves lisent les parties que les enseignants doivent expliquer. Et c'est dans l'explication que se trouve vraiment l'enseignement, pas pour nous autres, hein, parce que l'explication, ça ne suffit pas pour enseigner. Mais en général, en Haïti, quand on dit que l'enseignement se fait en français, c'est pour certaines écoles. Mais dans la majorité des cas, les élèves lisent un extrait écrit en français dans un manuel et le professeur continue par leur expliquer ce qu'ils viennent de lire en français en créole. OK. Donc, l'enseignement se fait en créole. Mais la lecture du texte, c'est vrai, ça a été fait en français. Donc, les manuels sont en français et l'explication se fait en créole. OK. Bon. Donc, comment ça se passe? Les élèves portent des manuels écrits en français. Les explications en classe se font en créole. Et ils doivent rentrer à la maison étudier en français. D'où le parcourisme. Oui, donc voilà. Ils apprennent par cœur ce qui est écrit dans les manuels. Dans les manuels, oui. Donc, ceux qui arrivent à comprendre retiennent un petit quelque chose, mais les autres, ils apprennent par cœur. Ce qui est très mauvais. Ils apprennent par cœur sans vraiment comprendre ce qu'ils lisent alors. Ils apprennent par cœur parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Bon. Les enfants sont obligés d'apprendre à lire de très tôt, à lire sans comprendre vraiment. Donc, on doit mettre un point d'interrogation derrière, derrière la compétence de savoir lire. Parce que, oui, ils voient les sons, ils savent comment associer un son à un graphème, ils peuvent lire toute une structure, une phrase, ok? Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, là, j'essaie de trouver une excuse à l'enseignement en français. Ok? Bon. Si les élèves, étant donné que les livres sont en français, ils doivent quand même, parce qu'ils doivent lire eux-mêmes pour leur autonomie, parce qu'ils doivent lire eux-mêmes ces manuels à la maison et en classe, donc on doit leur apprendre à lire de très tôt. Donc, mais ils lisent sans comprendre. Les explications se donnent en créole parce que les professeurs, justement, ne maîtrisent pas vraiment la langue pour pouvoir parler sur 2 heures en français, expliquer en 2 heures de cours un contenu en français. OK. Mais est-ce qu'on peut cesser d'apprendre à lire aux enfants le français à 5 ans? Parce que quand même, les parents, il y a le ministère de l'Éducation, premièrement, qui a produit un livre qui s'appelle Livinique. C'est un livre dans lequel il y a toutes les matières pour les élèves de la première, de la deuxième année, et ce livre a été rédigé en créole. C'est dans le souci de remédier à ce problème, entre guillemets. Mais les parents sont exigeants, comme je te l'ai dit tout à l'heure.
ils veulent que leurs enfants apprennent à parler le français dès la maternelle. Donc, ne plus enseigner le français en première année et en deuxième année, c'est révoltant pour les parents. Donc, on est obligé de continuer. Les écoles qui ne veulent pas perdre les élèves sont obligés de continuer à apprendre à lire aux enfants, même s'ils ne comprennent pas le français, ils commencent à lire de très tôt le français dès la première année, dès le préscolaire. En première année, ils renforcent cette compétence. En deuxième année, ils continuent à le renforcer jusqu'à la 6e année. Maintenant, en tant ancien pays, en tant que pays anciennement colonisé, ou bien jusqu'à présent colonisé, il sera difficile de se séparer de la langue du maître. C'est pas facile. Mais deuxièmement, il y a le fait qu'on veut enseigner aux enfants à devenir les citoyens du monde. Actuellement, si on veut vivre n'importe où sur la planète, il faut savoir parler l'anglais, l'espagnol et le français. Donc, apprendre à lire le français, c'est pas un problème en soi. C'est la manière dont cela se fait qui est un problème. Parce que jusqu'à présent, le français n'est pas un atout pour les citoyens, mais un obstacle à l'apprentissage. Parce que lire le français ne les aide pas à apprendre pour autant. Pourtant, on continue à faire ça. Oui, en fait, l'apprentissage de la lecture pourrait être fait en créole et il pourrait y avoir des cours de français. Donc, ça pourrait être fait aussi. Oui, mais il faut arriver à convaincre les parents que c'est une bonne chose. Parce que sinon, ils ne vont pas laisser leurs enfants dans une école qui travaille ainsi. Oui. Donc, c'est aussi donc la pression des parents qui fait que le système perdure comme ça. Perdure comme ça, justement. D'accord. Oui, donc là, c'est une problématique assez profonde, je dirais, avec des racines, comme tu dis, jusque dans la colonisation, etc. Et donc, ça fait le lien avec ma prochaine question. L'éducation, que ce soit en Haïti ou partout dans le monde, participe à un processus de déculturation, donc en imposant une vision dominante, une vision unique, une vision qui met l'Occident en avant, etc. Et donc, par rapport à cette réalité, comment est-ce qu'est-ce qui est mis en place, comment est-ce que ça se présente sur le terrain, ce processus de déculturation? Comment est-ce que toi tu vis ça? Quel est ton avis par rapport à cela? Il y a effectivement une déculturation avec la forme que prend l'éducation en Haïti, c'est certain. Ça nous conduit à couper le pont avec le vaudou qui est dominant dans notre culture, parce que bon, oui, moi je crois que l'haïtienne a une culture mixte, parce que il n'y a pas eu que des noirs sur l'île, ok, donc il y a eu des noirs et d'autres nationalités, et la rencontre de ces cultures a donné naissance à la culture haïtienne. Bon, de ce que j'ai appris de notre culture, c'est ce que je sais. Et c'est là que je me situe. Donc, mais oui, je suis d'accord aussi que c'est le vaudou qui domine notre culture. Donc, cette décolonisation nous mène à couper le pont avec cette culture, malheureusement. Parce que, en étudiant dans les livres, parce que justement, les livres que nous utilisons pour l'apprentissage des enfants ne reflètent pas la réalité haïtienne. On parle de lion, de 4e étage. Ok, donc les référents ne sont pas forcément haïtiens. Donc, les enfants apprennent du coup à aimer des choses qui ne sont pas de leur réalité. Ils apprennent à apprécier le béton, ce qui est bien emballé, l'eau en bouteille, etc., au lieu d'apprécier l'eau qui sort de la source, la terre, l'arbre. Donc, cette déculturation nous déconnecte du coup avec la nature.
Et donc, avec le vaudou, avec notre langue également, on apprend à apprécier ce qui vient d'ailleurs, les langues étrangères, etc. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, on vient de parler justement de ce processus de déculturation qui impacte toute la société, autant les parents, etc. Et justement, en fait, dans par rapport à l'éducation, les parents, les enseignants donnent beaucoup de mains, ils donnent du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Et donc, pour un système scolaire qui est dysfonctionnel, alors ma question c'est pour quelles raisons est-ce que chacun donne autant d'énergie, autant de temps, etc. Qu'est-ce que vous pouvez retirer quand même de ce travail et de cette implication? Pour les enseignants, je pense que c'est la satisfaction de faire quelque chose d'important. Mais pour les parents, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources, ne savent pas où investir ce qu'ils ont. Dans quoi investir que dans l'éducation. Il n'y a pas d'autre solution pour eux. Il n'y a pas d'autre voie pour eux. Ils sont obligés de croire que par l'éducation, leurs enfants arriveront à s'en sortir. Donc, je pense que c'est un geste désespéré du côté des parents, même si ça ne fonctionne pas, mais ils n'ont pas d'autre choix. Je dois envoyer mon enfant à l'école. C'est la seule chance qu'il leur reste de se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Ben oui, donc c'est vraiment un peu leur dernier espoir, parce que pour certains, ça fonctionne. Certains élèves sont brillants et puis peuvent avoir des bourses d'études, oui. Etc. Donc, en fait, ils espèrent que, en donnant tout ce temps, cette énergie, cet argent, leur enfant pourra, sortir du lot et trouver quelque chose pour leur vie, pour sa vie future. Justement. D'accord. Mais oui. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qui devrait changer par rapport au système éducatif, par rapport à l'application de ce système éducatif? Qu'est-ce qui devrait changer pour que les générations futures puissent renforcer leur identité, puissent trouver du sens à ce qu'ils vivent? Je pense que le système éducatif, ou bien ceux qui sont responsables de l'éducation en Haïti, eh bien, ils ne peuvent pas grand-chose si on continue à avoir un état si faible. C'est comme si on avait un poumon qui fonctionne et on se dit, oh, avec ce poumon qui fonctionne, on va pouvoir marcher. Mais avec un cerveau qui déraille, le cœur qui flanche, les reins qui ne fonctionnent plus, le poumon à lui tout seul ne va pas faire marcher le corps. C'est impossible. Donc, moi, je pense que la solution, parce qu'on a fait il y a beaucoup d'études qui a été faites. Il y a beaucoup de recherches, de propositions et tout. Si on arrive à mettre tout ça en pratique, ça marchera. Mais pour qu'on mette tout ça en pratique, il faut qu'on ait un État fort et inclusif. Pour moi, c'est ça la solution. La solution ne peut pas venir de l'intérieur du système. Ça doit venir de plus haut et pour que tous les autres systèmes puissent fonctionner dans le pays. Donc, en fait, il faudrait une vision politique assez forte pour réformer l'enseignement, pour aussi une vision pour Haïti et les générations futures. Oui. Voilà, Dafka Compère, merci beaucoup pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin pour conclure. Merci Nadia de m'avoir poussé à extérioriser tout ça. Ok. Ouais. Voilà, ok. Donc, est-ce que tu voudrais nous faire un petit couplet de slam pour clôturer et puis finir cette interview? Pourquoi pas? Oui. Okay. Mais je dois quand même lire en disant le texte. Mane gen ti l'esprit, yotrem nan travail, montrem pran kay, se garan fitim. Koum gen bon ti l'esprit, m'embrase travail, m'apprendre trase kay, façonner fitim, ouais, ce qui quitte là, me fait bibite là, mais
quota pas respecté, loyaux sans équité, salem pas occupé, job police, enseignant préoccupé, bactrice et poste valable préoccupé. Jusqu'il est autonomie ça, intérêt souverain, crasé commerce là. Qu'on l'avait pas dans CV, m'apprendre ça depuis CCV. Merci. Merci beaucoup, Dafkar Compère. Merci pour cette interview. Merci, Nadia. Merci à vous. Le début de l'année scolaire 2023-2024 a été marqué par d'importants défis, en particulier pour les établissements du département de l'Ouest, dont Port-au-Prince fait partie. En juin 2022, une enquête conjointe menée par le ministère haïtien de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'UNICEF a révélé que parmi les 976 écoles évaluées, 30% ont été directement attaquées par des groupes armés. Parmi celles-ci, 60% ont été victimes d'actes de vandalisme et 20% ont été complètement fermées. Au mois d'août 2023, des milliers de personnes, notamment de Carrefourfeuille, ont fui leur domicile sous la terreur des gangs armés et ont occupé les écoles du centre-ville comme abri provisoire. Selon les données issues des enquêtes menées par les responsables du ministère de l'Éducation nationale, 25 écoles ont été transformées en sites d'hébergement, dont une majorité étaient des écoles publiques. Cette situation a entraîné l'interruption des cours pour plus de 20 000 élèves entre septembre et novembre 2023. Avec une reprise pour 90% d'entre eux à la mi-décembre. Parmi ces élèves, 20% sont répertoriés parmi les personnes déplacées, ainsi que 294 enseignants. L'occupation des salles de classe par des groupes armés ou des personnes déplacées à cause de la violence a considérablement restreint l'accès à l'éducation pour de nombreux enfants et jeunes de la zone métropolitaine. Un texte d'Étienne Aurémile, président de l'Association des professeurs de français d'Haïti, écrit en 2023.